Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cette conférence. Donc aujourd'hui, on va parler des femmes et de l'entrepreneuriat. Et dans le cadre de cette conférence, on a choisi cette thématique donc parce que moi, je suis responsable d'une revue qui s'appelle Regard croisé sur l'économie. Et on a sorti un numéro assez récemment sur l'innovation. Et on s'est dit qu'en fait, on parlait souvent d'innovation avec le mythe de l'entrepreneur. On voyait Steve Jobs, il y a des grandes figures comme ça de l'entrepreneuriat qu'on connaît, mais on n'arrive pas derrière à penser la diversité derrière l'innovation et surtout la place des femmes dans l'innovation. Donc si vous voulez aller regarder la revue après, libre à vous de venir sur scène. Et dans le cadre donc, de cette conférence, on s'est dit qu'on allait approcher 3 points. Le premier, c'était de faire un constat. Où sont les femmes dans l'innovation ? Quelle place elles prennent dans l'entrepreneuriat. Ensuite, de voir quels obstacles elles rencontrent. Pourquoi parfois les portes restent fermées, notamment quand elles cherchent des fonds, quand elles portent des projets. Et ensuite, dans un troisième temps, quelles sont les pistes aujourd'hui dans les politiques publiques, à l'échelle individuelle ou à l'échelle des réseaux, qu'on peut trouver pour soutenir les femmes dans l'entrepreneuriat. Donc pour cette conférence et pour atteindre ces objectifs, on a la chance d'avoir 3 invités de marque. Donc Marion Fleischer, vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université Paris-Nanterre et vous allez sortir demain un livre sur votre thèse qui s'appelle Le monde des startups, qui sort aux presses universitaires de Sciences Po. Donc merci de nous faire le plaisir de venir. Ensuite, nous avons Marie-Christine Chalut, donc vous êtes professeure des universités, directrice des IAE de Lyon et de France. Et donc, vous avez à la fois cette casquette de chercheuse, puisque vous menez une équipe de recherche sur le genre et l'entrepreneuriat, mais vous avez aussi dans votre carrière été business angel, vous avez mené des projets d'entrepreneuriat. Et ensuite, nous avons Maria Paublan, donc vous êtes directrice générale de Garibaldi Participation, une filiale de capital investissement de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, vous avez plutôt un regard de praticienne. Vous êtes à la fois dans des réseaux et vous prenez en charge donc aussi des entrepreneurs pour les aider, les accompagner dans leurs projets. Donc, merci à toutes de nous faire l'honneur d'être là. Et donc pour cette table ronde, on va commencer, comme je vous l'ai dit, par les constats. Où sont les femmes dans l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce qu'elles y font ? Où sont les secteurs où elles s'inscrivent ? Et peut-être avant de commencer par les grands chiffres, j'aimerais commencer par quelque chose d'assez personnel, une expérience donc avec vous, Maria Paublan, vous qui avez fait cette expérience d'être dans un monde, peut-être un univers très masculin. Qu'est-ce que vous en retirez ? Et ensuite, on ira vers les constats plus généraux. Merci beaucoup, merci Maude. Oui, moi je peux vous commencer par ma petite histoire. Alors moi ça fait 2 ans que je suis directrice générale de Garibaldi Participation, donc qui est la filiale de BPORA. On gère en région 200 millions d'euros de capitaux. On est investi dans une 40aine d'entreprises du territoire, PME ou ETI. J'ai une équipe de 9 personnes. Et donc, quand je suis arrivée donc, il y a 2 ans, enfin, j'ai un parcours dans la banque et dans la finance qui sont quand même souvent des métiers d'hommes, donc notamment le haut de bilan, c'est un métier très masculin. Donc, quand je suis arrivée il y a 2 ans, sur l'équipe de 9, il n'y avait que 2 femmes. Donc forcément, avec mon arrivée, ça a augmenté le nombre de femmes. Et j'ai recruté une autre femme. Donc aujourd'hui, on est 4 sur 9. Donc on est à 44%. Et pour info, les objectifs de l'association des private equity qui s'appelle France Invest donnent comme objectif à l'horizon 2030 40%. Donc 2030, c'est pas demain, c'est dans quelques années, et c'est un objectif qui est sympa, mais on se dit qu'on n'y est vraiment pas du tout. Et si je peux faire aussi le parallèle sur notre portefeuille, donc nous on est au capital, on a investi au capital des entreprises, on est minoritaire, c'est-à-dire qu'on est en impulsion, on prend pas la main, et les dirigeants le font, et les dirigeantes le font bien mieux que nous. Donc on a un échantillon de 40 entreprises dans la région. Sur ces 40 entreprises, il n'y en a que 5 qui sont dirigées par des femmes.
Et je pense que c'est, mais vous avez sûrement plus les stats que moi, mesdames, je pense que c'est à peu près à l'instar des stats nationales, où 12% des PME de plus de 10 personnes sont dirigées par des femmes. Donc le constat, c'est vrai que c'est qu'on n'y est pas encore, qu'il y a sûrement plein de choses qui sont mises en place. Moi, je peux vous partager une petite anecdote aussi un peu perso. Enfin, j'en ai deux, mais je vais en citer une. Moi, mon frère, bon, donc j'ai plus de 50 ans, mon frère a fait une école d'ingé. Dans sa promo, il y avait 2 filles. Mon fils, 35 ans plus tard, fait une école d'ingé, 2 filles dans la promo. Et je me dis, zut, ça bouge pas beaucoup quand même. Merci beaucoup pour ce constat. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir une idée un peu de où sont les femmes dans l'entrepreneuriat? Quels sont les grands chiffres, Marie-Christine Chalut? Alors, il y en a un qui a déjà été cité, mais sur... Il était bon, il était bon. Il est bon, ouais, exactement. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Sur une étude de 2022, 33,5% des entrepreneurs sont des femmes, d'accord? Donc ça, ok. Mais ensuite, c'est là où ça devient, je dirais, intéressant et puis pas très positif non plus. C'est 12% sont des femmes dirigeantes de PME. Et si on va sur la zone plus de 100 personnes, on tombe à 8%. Et si simplement on regarde les femmes présidentes d'entreprises du CAC 40, parfois il y en a eu 0, je crois. Il y a, un peu avant Covid, on avait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas vérifié cette année. C'est quelque chose qui est intéressant. On parlera des lois à la fin, mais vous avez attaqué par les startups. Et hier, je faisais une autre conférence sur le genre, et avec la Banque de France notamment. Et dans les startups, on ne va pas non plus retrouver plus de mixité ou de gouvernance que ça. Il n'y a pas de mythe là-dessus. Et on verra que ça a peut-être un rapport avec les lois aussi. Alors, pour continuer peut-être un petit peu sur le panorama, non seulement on va avoir 8% par exemple de femmes qui vont gérer des entreprises de plus de 100 personnes, mais en plus, après, ça peut être aussi intéressant d'un point de vue positif. Elles vont être majoritairement dans des entreprises, enfin, elles se dirigent sur des entreprises à impact, de proximité, de service à la personne. Alors, je pense que dans le déroulé, on en reparlera, mais peut-être qu'aujourd'hui, le but de ces conférences, c'est pas d'opposer les hommes et les femmes, je rassure les hommes dans cette salle, mais plutôt de voir les synergies qui peuvent s'opérer. Et je dirais qu'en tant que chercheur en management que je suis, aujourd'hui, on parle beaucoup de performance, et on est sur des modèles finalement d'auteurs, qui sont des modèles qui arrivent des États-Unis dans les années 60, et qui sont majoritairement écrits par des hommes. Donc le modèle de performance, a des caractéristiques avec un certain nombre de stéréotypes. Et peut-être qu'à l'avenir, il faudra rapprocher simplement les différentes valeurs pour aller sur une autre forme de performance. Bon, ça, c'était pour ouvrir le débat. Merci beaucoup. Et donc, on a vu que les chiffres, donc il y a 33% de ces femmes, mais où sont ces femmes dans le secteur de l'entrepreneuriat? Quel type d'entreprise elles mènent, Marion Fléché? Alors moi, peut-être j'abonde complètement dans le sens des constats qui ont été faits, mais peut-être avant de développer, je voudrais préciser un peu d'où je parle, parce que je suis sociologue du travail, du genre et du numérique, et en fait, j'ai mené pour ma thèse une grande enquête sur les créateurs, créatrices de start-up, et mon objectif, c'était, plus largement sur le monde des start-up, mais mon objectif, c'était de déconstruire un certain nombre de mythes qui entouraient ces entreprises-là. Parmi eux, le fameux mythe du self-made man, selon lequel il suffirait d'un peu de talent, d'effort pour créer son entreprise et connaître le succès. Bon, il y avait un certain nombre d'autres mythes que j'interroge dans le livre aussi. Et donc, dans le cadre de cette enquête, je me suis intéressée au profil et aux trajectoires des créateurs, créatrices de ces entreprises particulières et aux modalités d'entrée dans la carrière entrepreneuriale, mais aussi aux conditions de réussite ou d'échec des trajectoires entrepreneuriales. Qu'est-ce qui fait le succès d'une start-up? Qu'est-ce qui fait au contraire son échec? Et puis, quel coût ça a selon les profils de ces personnes? Donc, je vais m'appuyer ici sur une enquête qui est à la fois qualitative, puisque j'ai rencontré au total plus de 90 créatrices de start-up, mais aussi quantitatif, puisque j'ai fait passer une enquête par questionnaire et j'ai constitué une base de données de 500 fondateurs et fondatrices de start-up et qui m'ont permis de dégager des profils, des tendances dans les caractéristiques sociales, économiques de ces personnes. Et donc, effectivement, un des premiers constats qu'on peut dire, c'est que effectivement, les femmes sont très largement sous-représentées dans cet univers.
Mais pour autant, c'est un peu paradoxal parce que les femmes sont quand même présentes dans l'entrepreneuriat en général. En fait, plusieurs études montrent que les femmes entreprennent, mais les femmes sont très souvent à la tête d'entreprises individuelles. Alors là, je regardais les chiffres hier pour m'actualiser un peu, mais selon les derniers chiffres de l'URSSAF, en 2022, 80% des entreprises créées par des femmes sont des auto-entreprises. Donc elles sont très très massivement en fait à la tête d'entreprises qui n'emploient pas de salariés. Donc ça, voilà, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a quand même une segmentation genrée du monde de l'entrepreneuriat entre d'un côté des petites entreprises, micro-entreprises tenues par des femmes, et puis de l'autre côté des entreprises employeuses qui lèvent des fonds, qui génèrent du profit, des bénéfices qui sont plutôt monopolisés par des hommes. Et donc, de ce point de vue-là, moi, quand j'ai mené mon enquête, je me suis un peu plongée aussi dans les données de l'INSEE. Ça confirme ce résultat-là. Donc, j'avais regardé les données de 2014. Donc, les entreprises créées en 2014, 30% de ces entreprises-là, donc je parle de sociétés, cette fois-ci, des sociétés qui emploient des salariés, seulement 30% sont créées par des femmes. Et bien, en 2018, ça n'a pas changé. On est toujours à 30%. Et quand on regarde les entreprises innovantes, on tombe à 23%. Et donc là, on voit bien que plus on va dans le monde de l'innovation, de la technologie, du numérique, moins elles sont présentes. Et c'est encore plus flagrant quand on regarde les startups à succès. Alors, la French Tech a produit 2 classements. La French Tech 120 qui classe les 120 plus grandes startups françaises, et puis le Next 40 qui répertorie les 40 plus grandes startups françaises. Eh bien, il y a seulement 14 femmes à la tête des 120 plus grandes startups, donc à la tête. Dans les équipes de co-dirigeants, généralement, elles sont rarement, aucune ne dirige seule ces entreprises, et il n'y en a aucune à la tête des 40 plus grandes startups françaises. Donc voilà, c'est des premiers constats aussi qui vont dans ce sens-là, qui montrent que plus on va vers l'innovation, moins elles sont présentes. Merci beaucoup pour tous ces constats. Et du coup, pourquoi les femmes n'ont pas le leadership? Pourquoi elles créent moins d'entreprises, de start-up notamment? Et peut-être on peut commencer par vous, Marie-Christine Chalut. Je vais vous expliquer pourquoi je suis arrivée sur le genre dans mes recherches scientifiques. Pourtant, j'ai une carrière mixte entre... j'ai travaillé dans le privé, et à 26 ans, j'étais directrice marketing d'une filiale de Shell et de la Générale des Eaux hollandaise, donc on va dire plasturgie BTP. J'étais la seule femme au top 40. Je n'ai vécu aucun problème sur le fait d'être une femme ou pas. Aucun. Ni en rémunération, ni en attitude, rien. Donc pour moi, c'était pas vraiment un sujet. D'accord ? Je pensais que c'était pas vraiment un sujet, j'avoue. Je me suis trompée. Donc après, j'ai fait une carrière, pareil, j'ai monté pas mal de choses. Mais là où j'ai pris conscience, peut-être qu'il y avait des stéréotypes de genre qui pouvaient être pénalisants, notamment en entrepreneuriat, c'est qu'un jour, avec 2 associés, on a créé une entreprise et on a levé des fonds. On a levé des fonds, notamment avec des business angels. Et quand on faisait les pitchs pour lever les fonds, dès qu'il y avait une question stratégique, les regards allaient directement sur notre associé masculin. Et là, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait, en fait. Je me suis dit, mince, je peux amener le café si vous voulez, je peux mettre vers les plantes, ça peut marcher. Mais ça m'a surpris, en fait, je ne l'avais jamais vécu. Et là, je me suis dit, il est peut-être temps de t'intéresser au sujet. Et étant professeur d'université et chercheur, dirigeant des équipes de recherche, j'ai commencé à travailler là-dessus. C'était pour répondre une première fois un peu au constat qu'il se passe des choses quand même en entrepreneuriat. Ça m'amène à quoi ? Et c'est bien qu'on ait quelqu'un en private equity à côté de nous, parce que ça m'amène sur le fait que déjà l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et nous, on a fait pas mal d'études sur les femmes entrepreneurs et le financement. Enfin, beaucoup. J'ai une doctorante là qui a eu pas mal de prix de thèse aussi sur le sujet. Et on va là sur les grands critères classiques. Les femmes lèvent moins d'argent que les hommes. Les femmes ont moins de réseaux que les hommes. Déjà, on est sur 2 points clés qui vont être un frein à l'entrepreneuriat. Et après, il y a les stéréotypes des hommes et des femmes. Parce que les femmes elles-mêmes ont des stéréotypes parfois. On pense à ce fameux plafond de verre qui existe. Et elles vont s'auto-limiter. Dans tout ce qu'on a observé, alors c'est difficile de faire des généralités parce qu'il y a plein de femmes qui ne s'auto-limitent pas, bien évidemment. Donc indépendamment des stéréotypes masculins, quand j'étais Business Angels, on a eu des fois à dire à des groupes de jeunes femmes, demandez plus. Parce qu'on sait très bien que sur une levée de fonds, elles vont
alors je vais parler de pas technique, mais elles vont cramer le cash trop vite. Et derrière, elles n'auront pas eu le temps de développer leur business model. Donc, allez-y, demandez 300 et pas 200. Vous aurez une chance d'arriver au deuxième tour. Voilà. Et ça nous est arrivé principalement avec des projets portés par des femmes. Et on reviendra après, faites-moi penser, je ne vais pas tenir le micro tout le temps, mais sur effectivement ces stéréotypes par rapport au financement. Et juste peut-être pour compléter, je pense que c'est aussi parce que le monde des VC est quand même un monde de mecs masculins. Donc, Oui, mais on a fait une étude. Alors, je complète. Oui, oui. Dans mon étude sur les business, enfin une de nos études sur les business juste spécifier pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est VC. Ouais. Donc c'est venture capital. En gros, pour lever des fonds quand on est une start-up, c'est-à-dire une entreprise innovante, c'est un monde particulier de levée de capitaux qui s'appelle des venture capital pour financer l'innovation. Oui, et donc, si vous voulez, voilà, quand on a travaillé sur les demandes des femmes en termes de financement, c'est-à-dire que beaucoup de travaux scientifiques portaient sur l'offre. Alors, elles ont accès à quoi? Nanani, nanana, ok. Ouais, mais elles veulent quoi, en fait? Elles ont besoin de quoi? Donc, nous, on a axé nos travaux de recherche là-dessus, et notamment comment elles vont se comporter face à du financement. Et on partait du principe que plus il y aurait de femmes dans le financement, plus elles auraient des levées de fonds importantes. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, d'accord? Mais il y a aussi des femmes, on a fait des catégories, il y a aussi des femmes qui vont aller... C'est l'avantage, désolé, je fais d'une recherche scientifique, c'est que même si nous on pense quelque chose, la recherche scientifique, elle n'a pas à conforter ce que moi je pense. Le résultat, c'est le résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être à l'opposé de ce que je peux penser. Mais il y avait des femmes qui allaient chercher des financements plutôt auprès des hommes, parce que c'était plus valorisant d'être financé par des hommes. Ça voulait dire que leur entreprise avait plus de perspectives de croissance, qu'on leur faisait confiance pour porter des projets solides, etc. Donc oui, dans la réalité, plus il y aura de femmes, mieux ce sera, quoi qu'il en soit, d'un point de vue même de gouvernance et de prise de décision. Ça aussi, on a travaillé sur quand il y avait des femmes, ça changeait quoi. Mais les femmes aussi, des fois, relayent des stéréotypes dans leur demande de financement, par exemple, qui peut être utile pour leur entreprise. Maria Poblan, si vous voulez compléter sur le financement ou sur d'autres freins, d'autres obstacles qu'elle rencontre au quotidien, notamment dans des univers très masculins. Oui, alors du coup, dans l'univers où j'œuvre, entre guillemets, à la fois le capital investissement et tout ce qui est un peu fusion-acquisition, donc toute la partie un peu intermédiation, c'est vrai que c'est très masculin et que les gens se cooptent entre eux. Donc il faut en effet oser. Je rebondis sur le truc oser. Il faut demander plus parce que c'est vrai qu'il y a une sorte d'humilité exacerbée des femmes qui dit mais je demande ce que je pense avoir besoin, mais je demande pas plus. Il y a toujours le syndrome de l'imposteur. Hein. Celui-là, il est toujours là. Mais on a beau en parler tout le temps. Il traverse les décennies. Donc il faut travailler aussi l'assertivité. C'est vrai que d'être un peu provocateur et d'oser y aller, d'oser demander des financements. Parce que je vois bien sur mon portefeuille d'entreprises accompagnées où il n'y en a que 5 qui sont des femmes dirigeantes. Pour moi, elles sont aussi performantes que les hommes, différemment. Et c'est ça qui est la richesse. Mais j'ai pas l'impression qu'elles demandent moins. Et ma question, c'est comment on fait pour arriver à ce stade-là, où une fois qu'elles sont en place, elles sont bien dans leur basket, elles font le job, mais pour y arriver, ça reste quand même un peu... on a un besoin d'aller les promouvoir et pousser quand même ces rôles et ces postures. Par exemple, dans les conseils d'administration, ça se voit aussi dans les conseils d'administration du CAC 40, en gros 40% de femmes, quota. Les femmes, les hommes, je pense, on leur propose un poste au board, ils y vont. Les femmes se forment. Se disent c'est quand même une posture différente, je me forme, donc il y a pas mal de programmes de formation d'administrateurs. Moi j'en ai suivi une parce que on m'a proposé un poste à la Compagnie des Alpes, je me suis dit oui, c'est quand même pas tout à fait ce que je fais au quotidien, donc je me forme, je pense que les mecs ils y vont, donc voilà, c'est aussi toutes ces différences qui sont un peu des freins.
Ben merci. Et pour en identifier d'autres, des obstacles, enfin, on a parlé du coût de l'investissement, du problème de ce phénomène de l'imposteur, de se sentir pas légitime d'y aller. Est-ce qu'il y a d'autres freins, Marion Fléché, à l'entrepreneuriat féminin? Alors moi, je vais organiser ma réponse sur les freins que j'ai identifiés en amont de la création d'entreprise et puis en aval. Donc, qu'est-ce qui freine l'engagement des femmes à créer une entreprise et qu'est-ce qui, une fois qu'elles créent une entreprise, freine leur trajectoire entrepreneuriale et leur perspective de réussite, parce que ça se joue à deux niveaux. Donc, pour ce qui est des freins à l'entrée, enfin moi je parle d'inégalité d'accès et d'inégalité de succès. Donc pour ce qui est des freins à l'entrée, il y a premièrement le poids. Alors moi je parle pas de stéréotypes de genre, mais de représentations associées à la figure de l'entrepreneur, qui sont en fait des représentations masculines. Parce que si je vous demande de me citer les qualités que vous prêteriez à un entrepreneur, vous me diriez le courage, la prise de risque, le leadership, l'audace, et c'est des qualités associées dans les représentations au masculin. Donc de fait, puisque l'entrepreneur est dépeint comme quelqu'un qui est censé avoir ces qualités, déjà c'est assez peu encourageant pour les femmes de se dire c'est une carrière pour moi, je vais m'y engager. Et ce sont aussi des représentations qui sont entretenues par les récits, qui sont faits des success stories de la Silicon Valley. Quand on parle d'Elon Musk, quand on parle de Steve Jobs, on les présente comme des héros, qui ont réussi, visionnaires, qui ont réussi, par eux-mêmes. Et donc, clairement, ce ne sont pas forcément des représentations qui sont favorables à un engagement des femmes. Sauf qu'en plus, dans la tech, il y a un autre aspect qui rentre en jeu, c'est le caractère technologique, qui lui-même et aussi conjugué au masculin. Alors même que les femmes étaient présentes dans l'industrie informatique dès le départ, mais depuis que c'est devenu une industrie porteuse de profit et de prestige, les hommes ont massivement investi ces métiers-là, et quand on parle de tech, de métiers informatiques ou de métiers numériques, c'est aussi conjugué au masculin. Alors donc, moi dans le livre, j'avance un peu l'idée qu'il y a le côté entrepreneuriat plus technologique égale un peu sexisme au carré, quoi. Donc ça décourage doublement les femmes de s'investir là-dedans. Et puis par ailleurs, comme c'est un monde d'hommes, donc dominé numériquement par les hommes, on a aussi un univers professionnel qui est dominé par des normes conjuguées au masculin neutre. Et ces normes-là, vous les en avez un peu déjà parlé, mais il y a l'aspect, comment on va se présenter, comment est-ce qu'il faut convaincre les interlocuteurs, mais il y a aussi la norme de la disponibilité temporelle qui est également valide dans les carrières de cadre en entreprise. Mais dans ce milieu-là, pour monter sa boîte et pour pouvoir la développer, il faut participer à des événements pour élargir son réseau, et ces événements ont lieu quand même en soirée, les week-ends, et de fait, parce que le travail domestique et parental est inégalement réparti au sein des couples, les hommes ont davantage de facilité à se libérer en soirée que les femmes, et c'est un fait. Elles ratent souvent des opportunités de construire leur réseau de relations parce qu'elles ne peuvent moins souvent participer à ces moments-là qui sont des moments clés de l'entrepreneuriat. Alors de fait, quand je regardais quelles étaient donc, néanmoins, il y a des femmes, donc quelles étaient les conditions d'accès de ces femmes à ce milieu-là, on voit que c'est quand même des femmes qui sont plus jeunes que les hommes. Enfin, moi, dans les stats, je vois qu'elles sont plus jeunes et qui souvent rentrent dans ces carrières-là au prix du sacrifice de leur carrière familiale. C'est-à-dire qu'elles me disent souvent avoir repoussé leur projet parental pour pouvoir développer leur entreprise. Et lorsqu'elles sont mères, ça passe par des stratégies de délégation de travail parental, soit à des tierces personnes, soit elles essaient de tout gérer de front et elles sont littéralement épuisées. Donc il y a un prix en fait à cet engagement des femmes dans l'entrepreneuriat, et on peut comprendre que par anticipation, elles y aillent moins. Et puis ensuite, il y a les freins au succès. Et effectivement, moi, je le mesure très clairement, j'ai fait une régression sur mes données. Si je prends en compte sur les chances de lever des fonds, à même caractéristiques sociales, c'est-à-dire à même niveau de diplôme, même origine sociale, même caractéristiques de l'entreprise, même nombre d'associés, même type d'innovation, même type de projet, même durée dans la création, une femme a 2,2 fois moins de chances de lever des fonds qu'un homme. Et donc, du coup, c'est un peu le restant qui reste inexpliqué, cette différence inexpliquée. Alors, on peut quand même l'expliquer. Moi, en entretien, les femmes, elles me parlent toutes de situations où elles ont effectivement vécu différentes formes de mépris à leurs égards dans les levées de fonds, des réflexions de la part des investisseurs qui leur demandent est-ce qu'elles vont être capables de gérer, est-ce qu'elles se sentent avoir les épaules, et elles parlent aussi toutes alors c'est moi qui le dis comme ça, le stigmate sexiste de la maternité, c'est que même lorsqu'elles ne sont pas mères, elles sont vues comme des mères potentielles.
on va leur demander mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'elles vont avoir un enfant? Est-ce qu'elles vont être capables de tout gérer de front? Question qui n'est jamais adressée à leurs homologues masculins. Jamais dans une levée de fonds, les hommes se voient questionner là-dessus. Et puis par ailleurs, il y a une autre dimension qui joue dans les levées de fonds, c'est que c'est un rapport de force. Une levée de fonds, il faut réussir à convaincre l'investisseur que la valeur de l'entreprise que l'on a créée est bien cette valeur-là. Donc c'est un rapport un rapport de force, puisque voilà, il faut convaincre. Et donc quand on veut convaincre, plein de dimensions sont en jeu, la réputation, la confiance, et c'est immédiatement social, et c'est éminemment imbriqué dans des logiques d'homologie sociale éventuellement, enfin en tout cas dans des rapports de domination où de fait les investisseurs qui sont majoritairement des hommes blancs, assez âgés, issus du milieu des affaires, ont tendance à favoriser des personnes qui leur ressemblent et des projets qui leur parlent. Et pour ces deux raisons-là, on pourrait dire que voilà, des hommes qui portent, les personnes qui portent des projets et qui sont des hommes jeunes issus d'écoles de commerce ont plus de chances de convaincre ces personnes-là, mais aussi les projets convainquent davantage ces hommes-là. Et petite anecdote là-dessus, pour le secteur des femtech, qui est donc le secteur des technologies qui concernent la santé des femmes, il a fallu que ce soit un homme qui porte une application de suivi des cycles menstruels pour lever des fonds, alors que plusieurs femmes avaient tenté de convaincre des investisseurs de la portée de ce projet. Et aujourd'hui, c'est une industrie chiffrée à plusieurs milliards de dollars et qui fonctionne très bien. Donc, c'est pour dire que voilà, les projets de femmes sont vus par des investisseurs parfois comme n'étant pas vraiment des problèmes, pas vraiment des marchés. Donc voilà, c'est un peu les pistes d'analyse que je peux proposer là-dessus. Je vais compléter avec une autre anecdote. Il y a quelques années, il y a 2 femmes qui ont lancé une entreprise, qui ont levé des fonds, et elles se sont inventées un associé masculin. Et elles ont levé les fonds. Et voilà, elles ont beaucoup communiqué sur le sujet après, qu'en fait, il n'y avait pas l'homme. Enfin, à chaque fois, il était absent quand il y avait les rendez-vous, etc., etc. Et une fois qu'elles ont levé leurs fonds, voilà, elles ont il y a des processus un peu plus complexes. On s'en rend compte avant, normalement, au moment de la due diligence. Mais voilà. Peut-être, on avait parlé de faire un petit historique, je me suis dit, et je ne l'ai pas fait. Juste pour revenir sur on y parlait des freins, mais revenons sur la genèse. Les choses ne se font pas en 5 minutes. Les femmes ont eu le droit d'avoir un compte bancaire en 1965. Pour vous, les plus jeunes, ça semble hyper vieux. Mais c'est pas si vieux que ça, d'accord? Donc ça veut dire qu'avant 1965, elles n'étaient pas légitimes pour gérer un compte bancaire sans l'accord de leur mari. D'accord? Il y a encore moins de temps, même sur les livrets de famille des parents, c'était chef de famille, c'était le père. Donc elles n'étaient pas légitimes pour parler au nom de la famille. Je veux dire, les choses se font pas en 2 minutes. Je veux dire, tout ce qu'on dit là, c'est parce qu'il y a ce discours qui est un petit peu aussi compliqué, tout ce qu'on dit là. Dire, les femmes sont pas assez ceci, les femmes sont pas assez ambitieuses, les femmes sont pas assez machin. Mais revenons aussi sur des fondamentaux qu'on doit redonner une confiance. Mais ça se fait en plusieurs générations. Et c'est simplement en lâchant rien, et on y reviendra plus tard, qu'on va arriver à égaliser ça. Sur d'ailleurs les business angels, j'ai étudié des groupes de business angels qui ils étaient mixtes, mais il y avait que des hommes. Mais c'est pas fait du hasard, c'est pas qu'ils excluaient les femmes, c'est qu'il n'y avait pas de femmes, hein, d'accord. Je veux pas les stigmatiser eux non plus. Et quand les femmes sont arrivées dans ces clubs-là, ils ont expliqué eux-mêmes que c'était plus confortable pour eux, parce que même entre eux, ils prenaient une posture. Et en fait, qu'avec l'arrivée des femmes, et ça on le voit, puisque j'ai pas mal travaillé sur les femmes et la gouvernance, souvent on dit, oui, mais quel intérêt de la mixité dans la décision? Parce que une égalité homme-femme dans une entreprise, c'est sympa. Là, je sors de l'entrepreneuriat. Mais qui dirige? Qui prend les décisions? Admettons au niveau d'un État, politique de la ville, qui prend les décisions? Si c'est que des hommes, forcément, il y a un biais, parce que 50% de la population, c'est des femmes. Donc, ce qui va être mis en place va contenir un biais, déjà. Donc, on va avoir cette idée d'arriver à... Dans les études, il est montré qu'en tout cas, une mixité dans la décision est plus favorable, parce qu'on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Et cette dissonance, c'est-à-dire ces échanges, tout à fait positif, va amener une décision plus éclairée. Parce que justement, on va plus débattre. Parce que peut-être on va poser une question que d'autres n'auraient pas posée.
Voilà. Et puis après, bon, il y a la question du réseau. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Retour à la case, on doit élever les enfants pendant des années, ce qui était exactement comme ça. Pas avoir de compte bancaire. Donc on ne se fait pas un réseau. Je veux dire, les hommes font des réseaux depuis des générations et des générations. Les fameux clubs masculins avec le fauteuil en cuir. Allez, allons-y dans les images. Le cigare et le whisky. Bon, et voilà, donc il y a tout ça, et les femmes ne peuvent pas se constituer de capital aussi, parce que si elles sont à la maison, derrière, elles ne se constituent pas de capital. Si elles ne se constituent pas de capital, elles ne sont pas business angels, elles ne sont pas femmes chefs d'entreprise, etc., etc. Donc en fait, il y a aussi toute cette histoire qui va interagir et qui aussi doit adoucir nos propos, d'une certaine manière, hein, parce que voilà, on ne se déclare pas d'un coup Wonder Woman ou quoi que ce soit, quoi. Après, est-ce qu'il n'y a quand même pas, parce que je reviens à mon anecdote d'ingénieur quand même, est-ce qu'il n'y a quand même pas une appétence? Parce que quelque part, moi je continue à pas très bien comprendre pourquoi les maths font tellement peur aux femmes, pourquoi les écoles d'ingénieurs, il n'y a pas plus de parité dans les écoles déjà, qui est un peu peut-être la première étape pour voilà. C'est vrai que moi ça reste quand même une interrogation. Et par exemple, moi, de nouveau, anecdote personnelle, mon fils donc a fait une école d'ingé en data. C'est là où il a rencontré sa copine. Il y en avait donc deux, une mignonne, voilà. Donc il a géré. Elle est partie vers du commercial et lui est parti vers du technique. Donc, il y a quand même peut-être aussi un sujet où la peur des maths, je sais pas, il y a peut-être quand même un truc aussi de goût, d'appétence. Voilà, ça, je demande aux sociologues. En plus, c'est marrant parce que c'est mon nouveau sujet maintenant, la place des femmes dans la tech. En plus, je le savais pas. Hein. Vous n'êtes pas trompé. Mais ce que montrent pour le coup plusieurs études, c'est que la sous-représentation des filles dans les filières techniques, technologiques, dans les écoles d'ingénieurs, mais aussi des femmes dans les métiers les plus technologiques, ne sont pas liées à une absence, à un manque de goût, d'appétence ou d'intérêt. Au contraire, en fait, toutes les études montrent que jusqu'à assez tard au lycée, elles manifestent toutes un intérêt pour ces matières-là. En revanche, elles sont plutôt encouragées, elles sont découragées par leur entourage et à la fois par leur milieu familial, mais aussi par les enseignants et enseignantes, à aller vers des filières qu'on associe à des filières féminines, à des métiers féminins. Alors, et de fait, ou plutôt, je vais le dire autrement, elles sont pas forcément encouragées à aller vers des filières féminines, mais elles sont découragées d'aller vers des filières masculines, parce qu'on anticipe le fait que ce sera a priori un milieu un peu hostile pour elles. Alors, je parle aussi pour les mères, en fait, les mères de famille. Si votre fille vous dit, moi, je veux faire une école d'ingénieur, et que là, vous vous dites, du coup, tu vas te retrouver la seule dans une classe. En fait, ce que montrent les données sur lesquelles j'ai travaillé, c'est que quand même, le milieu familial anticipe l'hostilité du milieu, et donc c'est pour ça aussi que ça fait plus de 40 ans qu'on a des politiques publiques qui cherchent à encourager les jeunes filles à faire des études dans le numérique, à aller dans des écoles d'ingénieurs. Les politiques de sensibilisation, elles sont là et elles n'ont pas marché. Alors effectivement, parce que c'est pas ça le problème. C'est pas qu'elles manquent d'intérêt, c'est parce que tant qu'on va pas changer la culture professionnelle d'un milieu et la culture dans des filières, pour la rendre inclusive, et quand je parle inclusive, c'est pas juste dire on va avoir plus de femmes, c'est-à-dire qu'on va les prendre en compte, sanctionner les comportements déviants, le sexisme ordinaire, les violences sexistes, sexuelles qui font partie d'un continuum. Eh bien, de fait, on va pas créer les conditions optimales pour que les femmes puissent y aller et s'y sentir à leur place et donc pouvoir s'y maintenir. Puisque par ailleurs, dans ce secteur, l'autre problème, c'est plus tant de faire venir les femmes, c'est de les garder. On a ce qu'on appelle un phénomène dit du tuyau percé, puisqu'il y a une grande partie des femmes qui sont diplômées d'écoles d'ingénieurs ou d'informatique et qui ne restent pas dans ces métiers. Donc pour moi, ce qui paraît être en jeu, c'est surtout la culture professionnelle du milieu, les logiques d'avancement à la carrière, et il y a vraiment quelque chose à travailler à cet endroit, et non plus seulement sur les femmes, mais on va du coup y revenir peut-être dans la troisième partie. Exactement, on est arrivé finalement à la troisième partie qui est, mais finalement, comment changer les choses. Et je crois qu'on voit que malgré toutes les politiques publiques, malgré toutes les initiatives, c'est vraiment dur de changer. Vous avez rappelé l'historique, mais c'est dur de changer une culture qui n'a pas favorisé l'entrepreneuriat des femmes, l'investissement des femmes. Donc peut-être on peut commencer par vous, Maria Poblan, avec votre expérience. Vous, qu'est-ce qui a pu aider concrètement des femmes à s'engager, à construire des carrières, à réussir dans ces milieux dans votre expérience? Alors, je rebondis déjà sur ce que dit Marion. C'est vrai qu'il faut déjà être quand vous êtes salarié, être déjà dans la bonne organisation.
Moi, j'ai déjà vécu le plafond de verre, je suis partie. Et aujourd'hui, je suis dans une organisation chez BPOA, je ne vais pas faire la pub, sponsor de l'événement, mais qui est Great Place to Work, qui a un label AFNOR d'égalité professionnelle, où ces sujets, il ne peut pas y avoir de sujets déviants. En gros, donc c'est vraiment très favorable à la mixité, à la parité. L'intervention que je fais là, je l'ai fait aussi en interne. Donc il y a vraiment une volonté de l'organisation d'être une organisation paritaire. Donc ça, c'est hyper important. Il ne faut pas rester. Si c'est pas le cas, on n'a plus à subir des trucs. Faut arrêter, quoi. Bref, donc faut partir. Après, je pense que il faut aussi avoir un peu des modèles. Alors moi, j'ai eu la chance, c'est vrai, dans mon parcours professionnel, d'avoir un peu des sponsors ou des modèles ou des tuteurs, parfois masculins, c'est pas que des femmes, qui m'ont aidé, qui m'ont promu à des postes où je me suis dit, ah bon, vraiment j'ai jamais managé, on me propose un poste de 500 personnes. Ah ouais, ok, mais sûr, oui, t'as qu'à faire une formation sur l'assertivité. Voilà, donc ça, premier conseil, il faut faire des formations sur comment être assertif, comment oser, comment ne rien lâcher. Faut se forcer à le faire. Il y a une autre recette, c'est vraiment de rentrer aussi dans des réseaux féminins. Moi, je suis rentrée dans des réseaux féminins, grandes écoles au féminin, et ça m'a aidé dans ma carrière. Ça m'a donné des petits coups de piston, des petits coups de pouce à un moment donné. Ça permet de partager, de se retrouver de l'énergie, de la force. Alors, et là, je vais plutôt parler de mon expérience à moi, mais donc moi, avec mes collaboratrices, déjà à parité, à compétence égale, je prends une femme. Moi, mon objectif dans mon équipe, c'est qu'on est 9. Je veux vraiment arriver à la parité, et je pense que ça va permettre de faire bouger aussi comment on voit les entrepreneurs. Si on est nous dans le monde du capital investissement ou du venture capital, la parité, ça a forcé ce mouvement. Et donc j'accompagne aussi mes collaboratrices de façon un peu plus étroite, pour oser, pour ne rien lâcher, pour se créer des réseaux. Attendez, j'ai plein de recettes, je tourne ma page parce que j'en ai écrit plein. Non, pas plein, je vais arrêter. Mais donc je les accompagne aussi pour bien pitcher, entre guillemets, pour bien se présenter et pour ne rien lâcher. Et c'est vrai que c'est un travail. J'ai coaché une fois pendant 6 mois une collaboratrice pour qu'elle puisse oser une promotion, du coup oser aussi une augmentation de sa rémunération. Donc c'est de l'accompagnement au quotidien. Et après, j'ai des idées pour après, mais on en parlera peut-être après. Donc Marie-Christine Chalut, peut-être un angle un peu plus global. Non, simplement pour compléter dans les pratiques d'entreprise, puisque nous on est en management, donc on va étudier aussi ça. On a une doctorante qui a fait une étude sur la SNCF, et là on n'est plus dans l'entrepreneuriat, mais on est sur comment promouvoir aussi. Et ils ont mis en place, à un moment donné, il y a quelques années, du reverse mentoring. Alors là aussi on peut trouver des stéréotypes, et donc c'était des hommes qui avaient une carrière bien aboutie dans l'entreprise, qui allaient justement accompagner des femmes de l'entreprise à finalement progresser dans leur carrière. Et ça a eu un double impact, indépendamment de peut-être aller casser un plafond de verre, mais ça a montré aussi à ces hommes ce que vivaient ces femmes. Et c'est là où je dis qu'il faut créer la rencontre aussi. Il ne faut pas opposer, il faut créer la rencontre. On a aussi, je l'ai dit plusieurs fois, parfois quand on veut, on a aussi travaillé sur les politiques publiques qui ne rendent compte pas toujours leur public, mais aussi parce qu'elles ne s'interrogent pas sur ce que les femmes veulent. C'est des politiques publiques qui vont effectivement, mais qui ont beaucoup de qualité, mais qui vont s'intéresser à, voilà, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça, on va les former à être plus assertives, à faire, voilà, nanana. Mais en fait, elles ont besoin de quoi concrètement? Et ça, on perd on n'a pas le temps de le faire, ou on n'y pense pas, j'en sais rien, ou on reste sur des stéréotypes anciens sur c'est quoi la performance, c'est quoi un chef d'entreprise. Et c'est là où il y a peut-être quelque chose aussi à faire évoluer. Et même, on a fait une comparaison de 2 incubateurs, un incubateur mixte, un incubateur féminin. Et ce qui était intéressant, c'est que l'incubateur féminin, parce que l'accompagnement va vraiment compter dans l'entrepreneuriat, et notamment chez les femmes, c'est vraiment important. Et l'incubateur féminin avait de meilleurs résultats en termes de création d'entreprise et de pérennité, mais il y avait un biais sur un pan, celui de la finance, par rapport à l'incubateur qu'on a étudié, qui est mixte.
les femmes dans l'incubateur mixte ne voyaient pas de particularité à être une femme dans le financement de leur entreprise. Contrairement aux femmes qui étaient dans l'incubateur féminin, parce qu'en fait, la manière, donc on a creusé ça un peu plus, on a participé aux formations pour voir, etc. On a réinterrogé les jeunes femmes, ou pas que jeunes d'ailleurs, c'est tout âge. Et en fait, on va voir des formations et dire, bon alors vous les femmes, bon, vous avez des problèmes pour lever des fonds, hein. Bon, vous ne savez pas pitcher, désolé, je vous taquine, etc. Donc nous, on va vous apprendre, parce que oui, les hommes s'en sortent mieux, vous moins, donc il va falloir... Et en fait, si elles n'avaient pas de billets à l'arrivée, elles en ont à la sortie, hein. Ça c'est sûr. Voyez. Donc, mais c'est plein de bonnes intentions, et je critique pas, qu'est-ce que j'aurais fait moi, j'en sais rien, d'accord. Donc aussi, à ne pas pousser le truc sur les billets, et voilà. On pourra apporter 2-3 points comme ça. Et si vous voulez compléter, Marion Fléchère, sur justement ces possibles pistes pour atteindre l'égalité. Oui, absolument. Moi, j'avais fait une enquête au Québec là-dessus spécifiquement, où en fait, il y avait vraiment des politiques publiques bien plus affirmées sur ce plan-là. Il y a eu un plan fédéral à l'échelle canadienne qui a débloqué plusieurs milliards de dollars pour promouvoir l'entrepreneuriat des femmes, et ça a été soutenu à l'échelle provinciale également par le gouvernement du Québec. Donc moi, j'ai fait une enquête sur les dispositifs justement d'accompagnement, de financement dédiés aux femmes, qui étaient très nombreux comparativement à la France, et du fait de ces politiques publiques-là. Alors du coup, c'était vraiment un terrain très prometteur pour saisir à la fois les effets de ces dispositifs-là, mais aussi leurs limites. Et donc je voudrais en pointer peut-être deux. C'est que d'une part, je me suis rendu compte que du fait que ce soit très dépendant des politiques publiques, ça dépend de l'agenda politique. Et il y a plusieurs conséquences à ça. C'est-à-dire que ces financements-là, ils sont donnés sur 2-3 ans. Donc ces programmes bénéficient de financements fédéraux, provinciaux pour 2-3 ans, mais dès lors que ces financements-là, ces subventions publiques n'existent plus, les programmes s'arrêtent. Et en fait, on ne continue pas à promouvoir l'égalité, l'entrepreneuriat des femmes par-delà les subventions. Donc en fait, c'est quelque chose qui dépend fortement des dépenses publiques, mais on peut aussi là mener une réflexion plus large là-dessus. Ça dépend de l'agenda politique qui lui-même est très fragile et dépend du contexte économique. On voit bien qu'aujourd'hui, on assiste à un backlash qui fait qu'à une époque, on pouvait au moins se réjouir du fait qu'il y avait des politiques d'égalité, même s'ils ne duraient que 3 ans. Maintenant, on peut ne serait-ce que s'interroger sur est-ce qu'il y en aura encore, et est-ce que ce sera encore un sujet, ou est-ce que pas du tout. Donc c'est quand même quelque chose qui rend ces programmes très fragiles. Et puis par ailleurs, quand je me suis interrogée très concrètement, en fait la façon dont ces programmes entendent accompagner les femmes, c'est-à-dire qui sont les personnes qui gèrent ces programmes, quelle vision de l'égalité est-ce qu'elles portent, et comment est-ce que concrètement on accompagne des femmes, comment est-ce que concrètement on entend adresser la question de la cause des femmes dans ce milieu-là, eh bien il y a quand même plusieurs limites. Déjà, les personnes qui se retrouvent en charge de ces programmes sont très souvent des femmes qui auraient aimé entreprendre aussi, qui qui ont vécu soit des formes d'abandon ou de détournement dans leur carrière entrepreneuriale, mais qui sont très acquises à la cause, en tout cas à l'idéal méritocratique et à l'idéologie entrepreneuriale. Et donc, elles sont quand même porteuses de cet idéal méritocratique selon lequel, en fait, il faut pas vraiment... Enfin, voilà, il faut avoir mérité. Et elles se disent pas du tout féministes. Elles se disent pour la cause des femmes. Et elles sont quand même peu politisées, peu militantes dans ce qu'elles portent. Et on pourrait qualifier ça, en sociologie, on appelle ça le féminisme de marché. C'est-à-dire cette idée que l'émancipation des femmes peut être atteinte par la réussite individuelle, économique. C'est intéressant, mais le problème de cette vision, c'est que ça tend à obscurcir les obstacles structurels. C'est-à-dire qu'on tend à mettre l'effort sur l'individu, sur les femmes. Et ce qui me paraissait assez marquant en regardant tous ces programmes, c'est comment ce qu'ils cherchent à faire, c'est à changer les femmes plutôt que les structures. Et ce constat, je le vois à la fois dans... Vous l'avez un peu dit, hein, les formations qu'on offre, qui sont des formations au leadership, aux compétences financières, et sous-entendu, ce seraient des compétences que n'auraient pas les femmes. Et donc, il faudrait les leur donner pour qu'elles se hissent au même niveau que les hommes. Et donc ça rejoint un modèle, un peu le modèle du déficit individuel, qui consiste à dire que tout le poids du changement doit être adressé, en tout cas porté par les femmes et non pas par des structures. Et moi, la critique que je pourrais faire de ces programmes qui, néanmoins, ont le mérite d'exister, hein, je pense que je n'ai pas la solution miracle, hein, mais c'est le fait que
effectivement, c'est aux femmes de porter tout ce poids-là du changement, alors qu'il me semble que les biais qu'on a pointés, les normes qui sont problématiques, elles ne viennent pas des femmes, elles viennent des normes de ce milieu qui seraient peut-être à changer. C'est-à-dire que dans les problématiques d'égalité, on veut toujours faire amener les femmes aux hommes. Mais est-ce que ce n'est pas aux hommes de changer? Est-ce que ce n'est pas aux hommes d'être formés, d'être sensibilisés, d'être changés dans leur pratique? Et donc, ce que vous disiez dans le fait de rendre peut-être le monde de l'investissement plus mixte, c'est un premier pas, à mon sens, absolument fondamental. Et ensuite, voilà, moi je pense que les formations devraient être plutôt peut-être dédiées à d'autres acteurs, d'autant plus que ce que vous pointez est très juste. Les femmes qui passent par ce type de structure, donc que ce soit des structures d'accompagnement dédiées aux femmes ou des structures de financement dédiées aux femmes, souffrent d'un autre biais, c'est-à-dire que pèse sur elles l'idée qu'elles ont réussi parce qu'elles ont été des femmes et elles ne sont pas vraiment bonnes par elles-mêmes, mais parce qu'elles ont bénéficié d'un traitement de faveur. Et ça, c'est très prégnant dans ce milieu-là. Et ça amène beaucoup de femmes, celles qui ont en tout cas les moyens de s'en passer, de contourner ces réseaux-là. De fait, il reste dans ces réseaux que celles qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Et ça vient recréer des inégalités entre les femmes elles-mêmes. Donc c'est peut-être la critique que je peux. Non, mais dans les catégories, on est aussi l'opportuniste. Enfin, moi, j'en ai fait plusieurs. Enfin, dans les catégories, il y a celles qui vont éviter ces aides parce que justement, ça voudrait dire qu'elles sont faibles et qu'elles en ont besoin. Et puis, il y a tellement les opportunistes qui vont dire je vais en profiter quand même pour récupérer les aides. Mais Non, mais c'est juste qu'on a perdu un micro. Ah, ben il y en a un. C'est moi. Je stocke. Pardon. Excusez-nous. Un petit souci de micro. C'est vrai qu'aussi, on en a un peu parlé, mais la famille va compter. Et on avait l'idée d'aborder un peu la partie internationale aussi pour avancer. Alors, le Canada a été évoqué. J'ai aussi fait un petit peu de temps au Canada. Ils sont un peu aussi sur le modèle américain et québécois, un peu matriarcal. C'est un petit peu différent de chez nous, où on a des structures comme Evol qui vont aider les femmes, mais qui vont aller jusqu'au financement, etc. Alors que nous, tout est un peu segmenté chez nous. On aime bien tout, voilà, on appelle ça un millefeuille chez nous. Donc, il y a rarement quelque chose qui va vous prendre jusqu'au bout et vous amener. Et puis, bon. Et puis, voilà. Et simplement, je revenais donc sur peut-être dans les éléments internationaux intéressants. Je ne vais pas appeler la salle, mais dans les pays nordiques, il y a plutôt une grande égalité homme-femme, je dirais, par nature. Bon, aucun système n'est parfait, mais il y a moins de femmes entrepreneurs. Voilà, 4 ou 5% de la population, pour une moyenne à 9 sur l'OCDE, par exemple. Et là où il y a le plus de femmes entrepreneurs, c'est en Afrique. D'accord ? Les femmes, en Afrique, entreprennent beaucoup plus. Alors pour plein de raisons, il y a des raisons de survie, etc. Mais il y a aussi des raisons d'une forte entraide dans les familles élargies, où les enfants sont pris en charge aussi. La femme peut aller créer son entreprise, la gérer, etc. etc. Là, je fais un super résumé, désolé, parce que c'est beaucoup plus large que ça. Donc voilà, même dans des pays où on a tout fait pour la parité et qu'elle existe, comme dans les pays nordiques, c'est pas pour autant qu'il y a plus de femmes entrepreneurs, il y en a même moins. Bon, après, j'ai pas creusé plus que ça, je vous donne ça simplement en constat. Et là où il y a vraiment l'énergie entrepreneuriale féminine, même si elle est beaucoup axée sur l'entrepreneuriat de nécessité, bien évidemment, mais chez les hommes aussi, se situe plutôt en Afrique. Merci beaucoup. On va passer maintenant à un temps de questions. Donc, vous pouvez envoyer vos questions par SMS et je les aurai sur la tablette. Une question que j'ai trouvée assez intéressante, c'est pourquoi les femmes ont des réseaux moins importants alors qu'on les considère normalement comme plus sociables, plus à même à faire des rencontres. Est-ce qu'il y a les temps sociaux peuvent être une raison? Est-ce qu'il y a d'autres raisons à ça, la difficulté pour les femmes de se faire des réseaux? Je sais pas. Oui, je pense qu'il y a réseau et réseau aussi, parce que c'est pas parce on peut avoir des réseaux de relations et des sociabilités étendues, mais pas des réseaux de relations pertinentes pour créer une entreprise. Et je pense qu'elle est là la différence, c'est-à-dire que effectivement, les femmes qui entreprennent, elles ont un réseau, mais est-ce qu'elles ont le bon réseau constitué de banquiers, d'investisseurs, d'autres entrepreneurs qu'ont les hommes? Et là, la question, c'est effectivement peut-être la question des temps qu'on a évoquée, mais peut-être aussi la question de la transmission des réseaux par les parents.
Est-ce que les parents transmettent également leurs contacts à leurs fils qu'à leurs filles? Alors, j'ai pas vraiment spécifiquement travaillé sur cette question-là, mais ça pourrait être aussi une autre piste d'analyse. Est-ce qu'elles sont autant encouragées à entreprendre? Et de fait, est-ce que lorsqu'elles entreprennent, les pères, ou en tout cas les membres de la famille élargie masculins, les mettent autant en contact avec leurs contacts, enfin avec leurs relations que les garçons? Je sais pas. Après, il y a aussi ces réseaux féminins qui sont une façon de contourner, mais c'est vrai que c'est pas mixte, ça a aussi des désavantages, parce que c'est uniquement les femmes. Mais c'est vrai que sur Lyon, il y en a quand même beaucoup, des réseaux féminins, il y a dans les grandes écoles au féminin, il y a Elle on Board, il y a toute la partie aussi Capital Investissement, qui fait des réunions par France Invest au féminin. Même chez BP Aura, il y a les L de BP Aura, donc dans les organisations en interne et en externe, il y a pas mal de réseaux féminins. Donc je pense que ça prend et je pense que c'est utile parce que tous ces réseaux, on rencontre des avocats, des intermédiaires qui sont des femmes et qui peuvent ensuite... mais je pense que chacun doit être un peu en mode Kaizen, ou chacune d'ailleurs, de se dire comment je fais pour aider et pour favoriser un peu l'entrepreneuriat au féminin. Et pour rebondir, c'est ce que je me disais en préparant cette conférence. Moi, par exemple, j'essaie de mettre en avant les femmes dirigeantes de mon portefeuille, mais je pense que je ne le fais pas assez. Et je pense qu'il faut peut-être que j'aille aussi me dire, tiens, je vais faire de la prospection sur des entreprises qui sont dirigées par des femmes pour dire, tiens, je vais essayer de rentrer au capital. Et je le fais, c'est en préparant cette conférence que je me suis dit, je peux faire peut-être un petit pas de plus, Kaizen, pour monter l'Himalaya, non pas que pour monter l'Himalaya, mais pour avancer. Il y a une question assez intéressante sur qu'est-ce que les femmes apportent à la table quand elles entreprennent. Quelle est la spécificité de l'entrepreneuriat par rapport à celui des hommes? Peut-être Marie-Christine Chalut. C'est un mec qui a posé cette question. Alors je vais pas faire une réponse exacte à la question, mais enfin on va pas se justifier de ça, quoi. En gros, désolé. Quand j'étais au Canada, elles décomplexent beaucoup. Un jour, elles m'ont dit faut que les femmes arrêtent d'hésiter. Ça fait des années qu'on supporte des mecs incompétents. Non mais, désolé. Il peut y avoir des femmes moins compétentes, des femmes plus compétentes. On ne va pas toujours se justifier comme quoi on serait meilleur ou que parce qu'on est dans la décision, ce serait mieux. Non, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Donc, selon les entreprises et secteurs d'activité, voilà, on va avoir. Alors, bien sûr qu'il existe des études. Là, je vous fais la réaction irritée. Mais bien sûr qu'il existe plein d'études pour dire que quand on apporte plein de choses sur les dossiers de Business Angels par exemple ou autres de dossiers, les femmes ont tendance à aller plus en profondeur sur les dossiers, à aller travailler plus sur la partie marché, etc. Pas s'intéresser juste à la valo au final, même si la valo au final est intéressante, mais on sait aussi qu'elle est aléatoire par nature. Donc voilà, à s'intéresser, à aller creuser un petit peu plus les choses, à s'intéresser à certaines choses que les hommes ne s'intéresseront pas, et ce sur quoi les hommes s'intéressent, ça va être une synergie. J'y reviens encore. C'est-à-dire qu'eux, ils vont apporter ce côté où vont peut-être aller plus gratter certaines choses et autres, et les femmes d'autres, et voilà, et on va se réunir, et derrière, il y a des chances que la décision soit meilleure. Voilà, c'est le monde du et pas du ou. C'est et, c'est pas ou. Et si je peux me permettre d'ajouter aussi quelque chose, je pense que cette question, elle est quand même intéressante parce que inévitablement, quand on pose la question de la place des femmes dans un milieu masculin, ça pose cette question de ce qu'elles apportent et on rentre dans des formes de binarité, dans des risques d'essentialiser ce qu'est l'homme et ce qu'est la femme. Et je pense que c'est ça le gros problème, c'est que comment on pense l'inclusion des femmes sans risquer de les ramener à une condition féminine et donc de revenir à qu'est-ce qui serait des qualités proprement féminines. Ce que font plein de discours économiques, politiques, lorsqu'ils promeuvent la cause des femmes, c'est de dire les femmes, elles vont apporter l'écoute, la douceur, la bienveillance, le relationnel, et ça va faire du bien à des équipes tech ou dans des équipes de direction. Or, je pense qu'il ne faut pas penser le problème comme ça, mais c'est vrai que c'est difficile, il y a une difficulté et même épistémologique à penser l'inclusion des femmes sans risquer de les ramener à leurs conditions de femmes. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre de la binarité des genres un peu et des stéréotypes qui nous enferment. Mais vous avez tout à fait raison, je pense qu'il faut juste... là, pour le coup, essayer un peu de casser ça en arrêtant de poser cette question en ces termes, en fait. En se disant quelles compétences apporte cet individu. D'ailleurs, il y a des femmes dans les études, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Quand on leur dit alors, vous êtes une entrepreneur féminine, enfin vous êtes femme et entrepreneur, et elles disent, non, moi je suis entrepreneur.
Hein, elles ne se définissent pas sur le genre. Elles se définissent sur leur projet, comment elles le développent, etc., etc. Et beaucoup d'entre elles sont comme ça. C'est nous qui travaillons dessus. Mais... Il y a beaucoup de questions sur les conseils pratiques, notamment quels conseils donneriez-vous à une femme qui hésite à se lancer par peur de l'échec et aussi des conseils sur vous, les obstacles et comment vous les avez surmontés. Je me tourne vers vous, Maria Poblan, mais on peut aussi parler aux deux chercheuses. C'est ce que j'ai un petit peu dit. Moi, je pense que j'ai confiance en moi. C'est vrai que c'est peut-être une question de personnalité. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter toute mon histoire, mais j'ai une histoire assez particulière. Donc, je me suis affermie et je suis bien dans mes baskets, bien dans mes bottes, et j'ai confiance en moi. Et je me laisse pas faire. Donc c'est vrai que c'est peut-être déjà un trait de personnalité. Alors si on l'a pas, faut essayer de l'avoir, de se dire, faut pas se laisser faire. Il n'y a pas de raison. Et faut à la fois oser quand ça vous convient pas. Faut bouger. Moi j'ai bougé beaucoup dans ma carrière professionnelle. J'ai dû bouger 5-6 fois. Parfois par opportunité, on est parti aux États-Unis, ou parfois parce que j'avais le plafond de verre. Donc à un moment, je me dis bon, je ramène 50% du résultat. Je suis pas promu, je suis pas augmenté. À un moment, c'est bon, ils se débrouillent. Donc je pense qu'il faut être aligné avec qui on est et oser. Avancer, trouver la bonne, comme je le disais, la bonne organisation aussi qui vous convient, ou le bon métier qui vous convient, ou la bonne façon d'entreprendre qui vous convienne. Mais pour rebondir là-dessus, je pense qu'il faut aussi que nous on a aussi un peu ce qu'on se disait, Marie-Christine, un rôle à jouer. Par exemple, moi, je veux recruter des stagiaires femmes dans le private equity. J'ai très peu de CV. Donc j'ai dit à mes collaborateurs en arrivant, il y a 2 ans, je veux que les stagiaires, ce soit 50% des femmes. On n'a que des hommes. Donc c'est peut-être un rôle qu'on doit faire, travailler avec Marie-Christine pour se dire il faut que je vienne à l'IAE, que je présente, que je suscite des vocations ou des envies pour se dire c'est possible, on y va. Et puis... alors ça, c'est sûr que nous, on a un rôle au niveau d'éducation, c'est évident. Enfin, nous, à l'IAE, on a 50% d'hommes, 50% de femmes sur les stats qu'on a en tout cas. J'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment de différence, mais après, on doit les retrouver de manière plus subtile sur ce que vous êtes en train de dire. Et ça, après, il suffit peut-être simplement d'expliquer. Et sur l'entrepreneuriat, sur quel conseil aussi, c'est peut-être effectivement oser, ça veut dire aussi ne pas avoir peur et regarder les choses. J'ai une coach qui accompagne beaucoup de femmes entrepreneurs et qui sont déjà sur, je dirais, la trentaine et qui disent oui, mais bon, voilà, mes enfants, s'ils sont malades, c'est une telle charge d'entrepreneuriat. Et en fait, cette personne qui les accompagne, elle leur dit, mais attendez, moi j'étais entrepreneur pendant des années. En tant qu'entrepreneur, si je veux amener mon gamin à 16h chez le médecin, je l'amène. Par contre, si je suis salarié dans une entreprise, je peux peut-être pas. Vous voyez ? Donc en fait, aussi, l'entrepreneuriat, c'est, d'ailleurs on le voit bien dans les stats pourquoi elles entreprennent, mais c'est aussi de l'autonomie, de la liberté, être son propre patron. Et puis si ça marche pas, aujourd'hui il y a tellement aujourd'hui, les banques et les investisseurs, l'entrepreneur est quand même en risque très limité. Hein. On met plus la maison en hypothèque. Hein. Oui, c'est sûr. Et il ne faut pas avoir peur de se rater. Hein. Moi, j'ai souvent une devise, c'est de tomber 7 fois, se relever 8. Hein. C'est ce qui fait aussi avancer. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Pas avoir peur d'échec, se planter. J'ai fait venir une philosophe pour faire l'entrée à mes premières années, la journée d'intégration mes premières années. Elle leur a dit, planter, vous savez, se planter. Mais ça veut dire aussi planter quelque chose, en fait. Il faut regarder cette métaphore, c'est sympa aussi. Et il y a beaucoup de questions sur... on a beaucoup parlé des femmes, mais que doivent faire les hommes pour changer les choses parce que c'est vrai qu'il y a des conseils qui ont été donnés aux femmes, mais est-ce qu'il peut y avoir des conseils donnés à l'autre genre Peut-être Marion Fléché. Moi, je ne suis pas très à l'aise à donner des conseils, mais... Non, mais ne serait-ce que de poser cette question, je trouve que c'est important. Je pense que peut-être qu'il y a une question à se poser généralement quand on est un homme en ce moment, c'est effectivement comment on est un allié
de la cause des femmes et un bon allié. Et donc, un bon allié, ça ne veut pas forcément dire je suis féministe, machin, parce qu'il y a les poseurs, ceux qui vont voilà, se dire toujours alliés et en fait vont rien faire derrière. Donc, se poser la question de, effectivement, qu'est-ce que je peux faire, mais concrètement, quoi, ne pas juste dire que je vais faire et puis après je vais s'arrêter là. Se questionner sur ses pratiques, se questionner sur ce qu'on a pu faire et affronter effectivement, avoir le courage de regarder aussi ses privilèges. Je pense que c'est important pour pouvoir se rendre compte de ce que ça produit, de ce que notre place produit, de ce que notre place dans la société produit inévitablement. Je pense que c'est important et pour toutes les personnes qui sont en position de privilège, en fait. Enfin, autant femmes-hommes que du point de vue des classes sociales, etc. Donc, je pense que c'est une question déjà importante à se poser. Et je ne suis pas là pour vous donner les réponses, mais trouvez-les. Mais se rendre compte aussi que la parité, c'est une richesse. Et donc c'est œuvrer pour ça. Enfin, parfois il y a des métiers aussi qui sont trop féminins. Hein. Je pense qu'il faut aussi se dire, mais la parité est une richesse, la diversité est une richesse, et ça amène plus de performances robustes et pérennes. Donc je pense que c'est aussi cette prise de conscience. Et il y avait une question sur la performance. Est-ce que la parité amène plus de performance dans une entreprise ? Je ne sais pas, Marie-Christine Chal. Oui, c'est une vraie question. D'ailleurs, la réponse était sur la robustesse, je pense. Parce qu'on peut, on peut être performant, hein, quoi qu'il en soit. Les études ont quand même montré qu'en fait, une des équipes équilibrées en termes de genre avait plus de performance sur le long terme. Voilà. À court terme, ça se mesure peut-être pas forcément comme ça. Après, chaque cas est différent. Moi, j'ai des cas d'équipes féminines qui ont fait des performances très très fortes, mais on a aussi des études qui ont montré que parfois il y avait une plus grande faiblesse. Voilà, donc il y a énormément d'études qui ont été faites là-dessus. Globalement, la performance est meilleure, est plus robuste à moyen et long terme en termes de pérennisation, mais pas forcément à court terme si on doit faire une généralité. C'est vrai que ça revient sur la robustesse et ça fait le lien aussi avec un autre débat qui est un peu parallèle, mais qui est aussi un peu sur cette diversité, c'est le financier et l'extra-financier. Si on arrive à mélanger la partie RSE et le financier, ça donne plus de robustesse. Et c'est de nouveau du « et hein, », c'est pas « ou », mais c'est comment faire en sorte que la performance soit plus durable, plus robuste. Et de nouveau, là, c'est pour lever des financements. Et peut-être que c'est par là aussi qu'il y a une voie peut-être une solution possible. C'est que c'est vrai que les femmes vont beaucoup sur la RSE. Et quelque part, à un moment, ça converge. Donc ça peut aussi amener plus de parité dans les équipes dirigeantes, un peu par la RSE. Mais effectivement, ça a été un argument quand même avancé par pas mal d'entreprises lorsqu'elles ont développé leur service RSE, politique d'égalité, de dire faire rentrer les femmes, ça améliore la performance économique de l'entreprise. Donc il y a l'argument économique de rentabilité à l'égalité. Moi, je vous propose aussi un peu de sortir de ce paradigme-là, parce que en fait, poser l'équation en ces termes-là, c'est aussi ramener toujours à une affaire de performance qui devrait peut-être être juste une affaire de justice sociale. Parce qu'en fait, peut-être que c'est pas la performance qu'il faut tout le temps viser, mais juste le fait que on puisse avoir une égalité de fait dans tout un tas de domaines. Et donc, est-ce qu'elle doit être posée en termes de performance ? Moi, je suis pas forcément certaine de la portée heuristique de cette question-là, parce que c'est peut-être aussi réduire la question de l'égalité, voilà, à une question de profit. Ça dépend quand même de l'univers, parce que si tu reprends sur la théorie des organisations, les entreprises sont faites pour faire du profit. Donc on parle de performance du coup. Voilà, c'est pour ça que je pense que ça revient. Après, si on parle dans la fonction publique, voilà, c'est différent. Mais même si la performance est importante, on peut l'avoir sur plus long terme, etc., etc. Donc voilà, je dirais que je comprends pourquoi on arrive sur ce sujet systématique de la performance. Après, c'est comment on voit la performance en essayant d'assurer la survie, la pérennité, la croissance de l'entreprise en fait. Alors là, on a une question pour Marion Fleischer. L'origine sociale gomme-t-elle ou accentue-t-elle la disparité sur la proportion d'entrepreneurs femmes ? Enfin, est-ce qu'il y a un effet de l'origine sociale ?
Oui, absolument, parce que là, on se concentre, enfin, on a beaucoup parlé des différences femmes-hommes, mais il y a des différences aussi intra-genres, donc entre les femmes. Effectivement, c'est pas du tout pareil d'être une femme issue des milieux, enfin, voilà, des classes supérieures, sortie d'une des plus grandes écoles de commerce en France, qui a fréquenté voilà, toute sa vie des milieux d'affaires par ses parents, par sa socialisation primaire, etc. Et qui, je pense, fait partie de ces femmes-là. Enfin, moi, dans mes enquêtés, c'était celles qui tenaient justement des discours les plus réfractaires à ces réseaux de femmes, à ces dispositifs spécialisés pour les femmes, parce qu'elles en ont pas tant besoin. Elles peuvent tout à fait réussir par elles-mêmes, mais parce qu'elles ont plein d'autres ressources par ailleurs. Ce sont des femmes dominantes, ce sont des femmes qui peuvent, qui ont des ressources pour pouvoir dépasser les inégalités femmes. Et c'est aussi ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont, pendant très longtemps, pas vraiment subi comme vous le disiez aussi, dans leur carrière d'inégalité salariale ou de carrière liée au fait qu'elles étaient des femmes. Parfois, il y a des ressources qui permettent de s'en sortir. Effectivement, il y en a d'autres qui vivent de manière un peu plus frontale les inégalités. Effectivement, les femmes racisées, issues d'immigration, ou même juste les femmes de milieux, enfin, voilà, issues de milieux populaires, ou qui, en tout cas, ont aussi subi dans la sphère familiale davantage d'inégalités de partage du travail domestique et parental. Ces femmes-là peuvent avoir plus de difficultés. Et voilà, sans être racisées ou vraiment de classe populaire, moi, j'ai eu des femmes qui me racontaient que depuis qu'elles étaient à leur compte, on leur avait vendu qu'elles allaient pouvoir mieux articuler leur temps de vie, mais ça, c'est juste traduit par elles sont à domicile et leur conjoint se repose encore plus sur elles et elles ont vraiment de la misère à mener tout de front. Donc voilà, effectivement, toutes les femmes ne se valent pas en termes de ressources. Ouais, c'est là où l'importance des aides doivent être pensées aussi, parce que nous, on a interrogé environ 70 femmes entrepreneurs, et donc de toute origine, de toutes conditions, etc. Et elles n'ont pas les mêmes biais face au financement, par exemple, selon différentes cultures ou un passé familial où les parents ont été extrêmement voilà, en difficulté, ont mal vécu les banques, désolé, ou ont mal vécu, voilà, ou dans une culture où voilà, on ne demande pas d'argent, où on veut se débrouiller par soi-même. Et c'est là où l'accompagnement, à mon avis, mais personnalisé, doit être là, parce qu'il y a des grosses sources de performance, des grosses sources de performance aussi par rapport à ces femmes-là. Moi, on a beaucoup d'accompagnement de ces femmes, et comme elles ont aussi vécu des parcours particulièrement difficiles, elles amènent une énergie aussi que peut-être quelqu'un qui a été favorisé n'amènera. Oh, on fait des généralités, mais voilà, elles ont une très belle énergie différente. Et elles nécessitent parfois d'être un petit peu accompagnées pour trouver la bonne voie et maintenir leur alignement. Parce que ça, c'est important pour qu'on permette de... On va pas les transformer en ce qu'elles sont pas. On va juste leur permettre de s'épanouir avec ce qu'elles sont, quoi. Alors, on a reçu plusieurs fois la même question. Selon vous, la parité est-elle une question de volonté politique ou de changement culturel plus large dans l'écosystème entrepreneurial ? J'ai l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais... Hier, j'étais à la Banque de France, et donc la Banque de France on parlait de ça aussi avec l'association de l'Alliance pour la mixité en entreprise et la loi Rixain et la loi Copé-Zimmermann, qui ont permis justement d'avoir des parités sur les conseils d'administration ou autres. Et le constat était de dire que justement, dans tout ce qui n'est pas soumis à ces lois-là, les chiffres tombent ou ne bougent pas. Donc, moi, je n'étais pas fan au tout début de ça. Puis finalement, je me dis que c'est quand même particulièrement utile. Puis peut-être qu'on peut prendre le problème justement en deux morceaux. Effectivement, ça ne bouge pas tant qu'on n'a pas de quotas, mais les quotas ne suffisent pas à rendre un secteur inclusif. Donc peut-être qu'on pourrait se dire il est nécessaire d'avoir un petit coup de pouce légal pour un peu inciter tout le monde à féminiser des équipes qui ont du mal à se faire par elles-mêmes, parce que, comme vous dites, si on respecte juste qui vient à nous, des hommes, et ça va pas changer. Si on impose des quotas, ça oblige à être dans une démarche un peu proactive, d'aller rechercher des profils souvent sous-représentés. Et une fois qu'on atteint cette parité, ou en tout cas qu'on s'en rapproche, ça peut-être crée les conditions de réfléchir à comment repenser la culture d'un milieu. Et voilà, je pense que ça peut se faire en deux temps, et que les deux doivent travailler ensemble. L'un ne suffit pas, mais ne peut pas travailler sans l'autre, quoi. Je pense.
Merci. Il y a une question sur le renouvellement des générations. Est-ce que vous voyez un changement générationnel? Est-ce qu'il y a les jeunes sont femmes ou sont plus actives, plus proactives dans l'entrepreneuriat? Une femme sur trois a moins de 30 ans en entrepreneuriat, alors qu'un homme, c'est un homme sur 4 ou 5. Elles sont un peu plus jeunes. Après, hier, il y avait la commissaire au plan, Marine de Montaigné, qui était là et qui présentait les chiffres d'une étude prospective sur le genre plus généralement. Et cette étude particulièrement sérieuse nous a toutes laissé un peu sans voix, parce que je n'avais pas vu celle-là encore. Sur les 18-24 ans, donc on a beaucoup de personnes ici qui ont dans cette tranche d'âge, les chiffres, les écarts sont pas très bons. C'est-à-dire que ça régresse, hein, la perception homme-femme. Les stéréotypes de genre, vous voulez dire? Ouais. Et de manière forte, quand même, par rapport à une génération qui ne devrait pas les avoir. Je veux dire, enfin, qui aurait dû être peut-être au contraire. Voilà. Enfin, vous pouvez aller la voir, hein, cette étude est super complète et hyper intéressante. Ben, je pense qu'effectivement, on vit aussi un moment un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois, les jeunes générations sont plus sensibilisées aux questions d'inégalité. Peut-être qu'il y a plein de choses que nous, on a mis des années à mettre en place et qui sont un peu plus évidentes pour elles et eux. Et en même temps, on assiste à un moment de backlash où on voit la montée des mouvements masculinistes, où ça a des effets en fait sur les pensées des uns et des autres. Et donc, en fait, je pense qu'il y a ce paradoxe-là qui vit chez les jeunes générations entre peut-être des générations à la fois plus politisées, plus militantes et plus féministes, mais aussi des hommes qui se mobilisent contre ce mouvement-là. Et donc, il y a quelque chose d'assez inédit là-dedans, dans une espèce d'affrontement idéologique et qui se passe à un jeune âge et qui, clairement, peut avoir des effets sur les avancées qu'on a pu avoir depuis plusieurs dizaines d'années. Ouais, je reprenais l'étude là comme ça. L'impact des réseaux sociaux y est pour beaucoup, avec des contenus de plus en plus violents, et notamment une violence aussi par rapport aux femmes, des contenus aussi qui véhiculent un certain nombre de choses, et comme vous le savez tous, hein, c'est fait pour vous entraîner, hein, donc si vous en avez regardé un, vous allez en regarder. Bon, je vous apprends rien. Mais voilà, et ça existait déjà avant, et le réseau social va activer et accentuer ça. Donc il y a aussi une partie des réseaux sociaux qui portent une responsabilité dans l'activation d'un certain nombre de choses. Mais c'est pas toujours très favorable non plus aux hommes, hein, je veux dire, dans le sens où eux-mêmes sont victimes aussi de ces réseaux sociaux différemment. Il y a une question sur aussi les discriminations auxquelles font face les femmes, pardon, les discriminations qu'elles rencontrent. Est-ce qu'elles ont évolué dans le temps? Est-ce qu'il y a moins de discriminations aujourd'hui? On parle des stéréotypes qui ont augmenté, mais est-ce que les discriminations est-ce que c'est plus les mêmes formes de discrimination peut-être? Non, pas de réponse. En tout cas, il y a plus de femmes entrepreneurs quand même. Même la part, enfin, j'avais noté l'écart, hein, c'est réduit quand même en 5 ans. Je sais plus où j'avais trouvé, il y a 5 points de mieux, hein, ou quelque chose comme ça. Donc il y a quand même là-dessus un élan qui est positif. Après, je ne saurais pas dire. Après, je pense aussi dans les organisations, il y a beaucoup quand même il y a des garde-fous qui sont bien plus importants qu'avant. Donc je pense que dans tout ce qui est le monde salarié, quand c'est pas le cas, comme je vous le disais, n'hésitez pas à partir. Mais sinon, il y a quand même beaucoup plus de garde-fous qu'avant. Donc, Ouais. Il y a pas mal de travaux qui montrent qu'on a quand même, les politiques d'égalité mises en œuvre par les entreprises dans le salariat ont quand même permis de réduire les inégalités de salaire et de carrière, mais seulement par contre pour certaines. C'est-à-dire que seulement pour celles qui sont cadres et qui peuvent vraiment peut-être davantage briser le plafond de verre, il y a quand même des inégalités qui restent assez importantes quand on regarde en bas de la hiérarchie ou quand on regarde la segmentation horizontale des métiers, où en fait les métiers de femmes sont toujours les plus mal payés, les plus déconsidérés, les plus dévalorisés dans la société, tandis que les métiers d'hommes peinent encore et toujours à se féminiser. Et donc il y a des choses qui bougent pour certaines catégories, mais il y a aussi des choses qui ne bougent pas. Et par contre, je ne sais pas si des choses reculent. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, il y a plein
Enfin, moi, je trouve que c'est quand même étonnant de se dire que les choses bougent peu, étant donné tout ce qui a été fait. Enfin, c'est surtout ça, le paradoxe, je trouve, c'est après 30 ans de politique publique en faveur enfin, pour lutter contre les inégalités, se dire qu'il y a encore des inégalités de salaire aussi importantes à des endroits. Enfin, moi, je continue à me dire, mais c'est pas possible. Alors que, bon, je réinvente pas la poudre, hein, je redis ce qui a été dit il y a 30 ans, mais je trouve ça sidérant de redire la même chose qui a été dit il y a 30 ans, quoi. Je m'y attendais pas. Enfin, Moi, j'ai l'impression que dans les organisations, dans les entreprises, maintenant, on peut plus se permettre quand même tout un tas d'attitudes qui devaient exister avant de manière assez forte. On les a peut-être pas vécues. J'ai pas honnêtement, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais j'ai quand même l'impression que maintenant, on peut dénoncer un certain nombre de choses quand ça va pas et que potentiellement, c'est quand même écouté. En tout cas, j'espère. Ouais. Il y a une question sur les réseaux sociaux. Quel est l'impact aussi positif des réseaux sociaux sur les femmes entrepreneurs? Est-ce que vous avez vu un impact positif? Non, pas forcément. Parler des modèles tout à l'heure. Je ne sais pas. J'ai pas fait d'études du tout là-dessus. Je vais répondre d'intuition comme ça. On parle beaucoup des rôles modèles et de cet intérêt des rôles modèles de montrer des femmes, voilà, qui réussissent. Alors, on a aussi fait une petite étude là-dessus quand même sur attention à la Wonder Woman. Elle décourage en fait. Hein. Tout le monde n'est pas Christine Lagarde, tout le monde n'est pas Michelle Obama, etc., etc. Et en fait, on peut très bien, voilà, il faut montrer aussi ça peut-être permettre de montrer plus facilement le fait que on peut oser, on en revient à ça, quoi. On peut oser, on peut avancer, et que des femmes l'ont fait, qu'elles venaient peut-être pas de conditions faciles non plus, qu'elles ont réussi, et sans obérer forcément leur alignement personnel. C'est pas ma spécialité, mais les réseaux sociaux ont aussi ouvert des opportunités d'entrepreneuriat avec les activités de création de contenu qui se sont quand même largement diffusées ces dernières années et qui sont pour le coup massivement investies par des femmes comme par des hommes. Enfin, pour le coup, la parité est peut-être un peu plus présente, malgré le fait que si on regarde quel type d'activités sont portées par les femmes et les hommes, on va retrouver une segmentation genrée du type de création de contenu. Moi, je fais beaucoup travailler mes étudiants là-dessus en ce moment sur les activités voilà, de créateurs, créatrices de contenu. Et c'est assez sidérant comment voilà, les secteurs qui rapportent le plus, hein, ne serait-ce que l'e-sport, sont des secteurs très masculins, tandis que voilà, les activités d'influence food, sport, voilà, enfin pas forcément sport, mais make-up, esthétique, cosmétique, bon, restent moins rémunératrices et davantage utilisées par des femmes. Pareil, quand on regarde le marché du coaching ou de la formation, on retrouve quelque chose de très genré et segmenté aussi. Donc, il y a de nouvelles recherches en cours en ce moment là-dessus sur comment les réseaux sociaux peuvent être un lieu d'entrepreneuriat. Mais c'est tout ce que je peux... Et attention à l'IA quand même, hein, parce que l'IA se nourrit de ce qu'on lui donne en data. Hein. Et après, c'est un système probabiliste, même si on va encore évoluer en termes d'IA. En fait, en IA, on est en transition dans une révolution. Mais on s'était amusé avec mes étudiants à demander à l'IA, peux-tu nous faire une image d'un homme business angels et peux-tu nous créer une image d'une femme business angels? C'était éloquent. L'homme business angel, c'est un homme blanc en costume, avec des tonnes de billets sur son bureau, etc. La femme, c'était aussi une femme blanche assise derrière le bureau avec un petit tas de billets, comme ça. Simplement pour dire qu'après, ça va aussi, vu que l'IA va rentrer vraiment dans nos vies, il n'y est pas encore exactement lié, mais c'est rien par rapport à ce qu'on va vivre à l'avenir. Il y a aussi des stéréotypes et on revient sur de la tech si c'est enfin voilà. On boucle un peu la boucle du début de la tech, je dirais. Il y a des demandes de ressources. Quel livre lire? Quelles recommandations pour quelqu'un qui voudrait soit entreprendre, soit qui voudrait mieux comprendre les ressorts et les obstacles de l'entrepreneuriat féminin? Mon livre. Le livre de Marion Fleischer qui sort sur le monde des startups, bien entendu. Le seul. Alors, je reçois plein de questions, désolée si je ne les fais pas toutes, je ne les suis pas toutes. Est-ce que... Alors, attendez. Oui, comment les stratégies... Pour répondre à la question, c'est pas entrepreneuriat au féminin, c'est juste entreprendre. Il faut regarder tous les bouquins pour entreprendre. Hein. Y a pas... C'est exactement ce qu'on se disait pendant la conférence. Il n'y a pas une méthode pour entreprendre au féminin. Si on se dit qu'on est aligné, qu'on est en confiance, on entreprend. Une question très technique. Comment les stratégies de leadership et de gestion des talents peuvent-elles être adaptées pour favoriser une réelle égalité entre hommes et femmes au sein des organisations ?
des possibles. Est-ce que la gestion des talents, ça peut être un outil Bah oui, dans les organisations. Et de nouveau, là, c'est vrai que par exemple, chez BPORA, il y a vraiment une volonté d'être à parité ou à mixité. Et la gestion des talents fait vraiment attention à la promotion des femmes, que les femmes continuent à avoir des parcours comme les hommes. Enfin, je veux dire, c'est de nouveau le et, c'est pas le ou. Et en complément, justement, c'est l'engagement de tous les managers pour favoriser une attention particulière si jamais il y a le syndrome de l'imposteur. C'est un peu tout ce qu'on a dit pendant la conférence. Hein. Donc c'est vrai que les organisations qui sont les bonnes organisations, hein, donc qui mettent ça en avant, elles sont vraiment très attentives à ça. Et chez BPORA, on le vit, hein, donc on peut en témoigner. C'est peut-être pas le cas partout, comme tu le disais, Marion. Donc, Oui, puis il y a l'enjeu du sourcing, donc qui vient à nous qui envoie son CV. De fait, comme il y a plus d'hommes diplômés des filières informatiques ou d'écoles d'ingénieurs, il y a plus de CV venant d'hommes. Je pense qu'il faut aussi peut-être changer les critères. Un critère assez discriminant pour les femmes qui sont formées à ces métiers-là, c'est que en général, les entreprises veulent recruter des profils très senior. Et en fait, en voulant faire ça, on veut que la personne ait déjà eu beaucoup d'expérience, sauf que si vous ne permettez pas à ces personnes d'avoir de l'expérience, c'est ce que vous allez vivre bientôt en stage, c'est très compliqué de faire un stage quand on attend de vous que vous ayez déjà fait des stages. Et donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais peut-être qu'une stratégie pour recruter davantage de femmes, c'est de peut-être abandonner un peu l'idée de vouloir recruter à tout prix des talents et uniquement des talents. Prenons-en quelques-uns, mais prenons aussi des personnes qui sont en train de rentrer sur le marché, d'autant plus que une large partie des femmes qui sont formées au métier de l'informatique sont des femmes en reconversion. Et il y en a beaucoup, et elles sont très compétentes, seulement elles ont de fait moins d'années d'expérience, elles sont plus âgées et pas forcément des profils seniors, donc peut-être qu'il faut aussi changer les critères de recrutement. Et pareil, là ça aide d'avoir aussi des femmes parmi les recruteuses pour pouvoir se rendre compte de ça, et puis adapter peut-être aussi les critères à l'état du marché de l'emploi et de la formation. Mais bon, ça voudrait dire quand même une démarche un peu consciente de la réalité du marché, et pas seulement liée à la performance, et donc du fait de vouloir vraiment recruter la meilleure personne dans ce domaine. C'est accepter de donner un peu de temps à une personne pour qu'elle ait de l'expérience. Il y a des questions sur des précisions concernant le financement des femmes, sur pourquoi on observe cette différence si significative entre le financement des hommes et des femmes. Alors on l'a un peu déjà esquissé, mais est-ce qu'il y a des raisons, à part les biais, les stéréotypes, qui peuvent être mis en avant ? Le type de projet, peut-être ? Il y a le fait, on l'a dit, qu'elles vont faire un business plan réaliste. ce qui est bien, mais ça suffit pas, en fait. Qui est en général décoté, d'ailleurs, par les financeurs. Donc, 30%, donc, je crois, oui, c'est ça. Voilà, et en fait, effectivement, ce que disait Marion à mes côtés, c'est les types de projets aussi, qui peuvent être des projets qui nécessitent moins de financement, tout simplement. Voilà. Et inversement, moi, quand je parlais justement avec la fondatrice des vols au Canada aussi, c'était malgré tout, quand on est investisseur et quand on a un fonds de capital risque, l'idée c'est aussi de faire une plus-value sur notre investissement. Donc il faut investir dans des projets qui vont possiblement être porteurs, connaître une grande croissance et puis derrière permettre une bascule financière. Et donc effectivement, comme les femmes ont tendance à aller plutôt vers des projets dans l'entrepreneuriat à impact social, solidaire, avec des moindres perspectives de croissance et derrière de bascule, il y a aussi ça qui doit jouer, c'est cette segmentation genrée des projets entrepreneuriaux. Et pas oser. En plus, ces vols, c'est intéressant parce qu'elles vont y compris dans les petits coins reculés du Québec. Hein, donc, elles ont un modèle qui est particulièrement intéressant. Mais c'est vrai que on revient un peu sur oser, hein, oser lever 1 million d'euros, oser aller plus loin. Voilà. Donc, les secteurs, le fait d'être un peu bon élève dans la manière de demander les fonds. Et puis, ne pas oser... Comme tu disais, oui, et puis les personnes qu'on a en face.
qui questionnent la stratégie, la légitimité. Si c'est un métier d'homme en face, c'est sûr que ça pose aussi un biais. Est-ce que vous avez des éléments à rajouter qui vous semblent intéressants? Moi, je trouve que ce type de projet, c'est intéressant parce qu'en fait, on se dit, finalement, l'entrepreneuriat est segmenté à l'intérieur même. Les hommes vont plus porter des projets, j'ai l'impression, sur des entreprises innovantes où il y a besoin de beaucoup, beaucoup de capital. Et les femmes vont peut-être demander moins parce qu'elles ont des projets qui ne sont pas à la hauteur... Enfin, avec des ambitions aussi grandes. Donc, il y a aussi une différence d'ambition, en fait, même dans le projet intrinsèquement. Après, c'est vrai que moi, je vois, parce que mon mari est entrepreneur, donc sur le monde de l'entrepreneuriat un peu innovant, c'est très tech en ce moment. Enfin, les projets qui sont financés sont très tech. C'est beaucoup moins santé, medtech qu'avant. Et dans cette partie-là, il y a quand même beaucoup de chercheuses qui passent le pont et qui deviennent entrepreneuses parce qu'elles ont trouvé quelque chose et donc elles veulent le mettre sur le marché. Mais c'est aussi, je pense, un peu que financent en ce moment les VC. Si c'est la partie tech et la partie tech, elle est moins féminine, on n'est pas dans une spirale positive, quoi. Mais je pense que c'est aussi aider les femmes qui sont dans la recherche à passer le cap et se dire mais je peux le mettre sur le marché. Enfin, je ne fais pas que de la recherche fondamentale ou de la recherche pour un labo, je peux aller jusqu'au marché. Et comment peut-être les aider, les chercheuses qui sont dans des labos, à leur faire rencontrer les bonnes personnes qui sont plutôt bizdev pour aller le mettre sur le marché. Moi, je m'interroge souvent sur l'éducation, mais plus jeune, en fait. Collège. Ou peut-être, justement, on pourrait intégrer, ça existe un peu déjà, de l'entrepreneuriat, voilà, avec une répartition des rôles qui tourne, hein, tout simplement. Et puis peut-être, je pense qu'il peut y avoir quelque chose en termes d'éducation. Après, si on a envie d'avoir des projets moins plus, c'est aussi un choix, hein. Je veux dire, on n'est pas obligé non plus d'aller, il faut être aligné, c'est ce qu'on disait. Donc, mais je pense, plus ça va, plus je pense que il y a cette histoire quand même d'éducation à l'entrepreneuriat, puisque c'est le thème, et avant le lycée, je dirais. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Donc, je rappelle le livre de Marion Fléchère qui va sortir demain et ensuite le numéro sur l'innovation de Regard croisé sur l'économie. Merci beaucoup.